Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. L'homme le plus riche du Texas est accusé de meurtre. Il est sorti, il lui a dit « Salut » et il a tiré. Il n'y avait aucune raison de croire à son innocence. Il croit pouvoir s'en tirer grâce à sa fortune. Ça ne m'a pas surpris qu'il se croie invincible. Son procès secoue tout l'État du Texas. Il était question d'argent, de trahison et de cupidité. Le public s'est vraiment régalé. Le multimillionnaire échappera-t-il à la prison pour meurtre? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Crime en haute société. Le Texas, l'État du pétrole, des grandes fortunes et des magnats influents qui jouent selon leurs propres règles, sans rendre de compte à personne. Je crois qu'il y a une différence évidente entre les riches familles texanes du pétrole et les gens fortunés dans d'autres États. Ce sont des durs à cuire dans le milieu du pétrole. La famille la plus riche et la plus coriace du Texas porte le nom de Davis. Elle est composée de Ken Davis et de ses 3 fils. La famille Davis, qui vivait à Fort Worth, était à l'époque ce qui se rapprochait le plus de l'univers de la série Dallas. Ken Davis est très rigide et conservateur. Son deuxième fils, Thomas Cullen Davis, est différent. Même dans cet État connu pour ses fortunes et ses personnages ambitieux, Cullen Davis sort du lot. Quoi qu'il fasse, il le fait en grand. À la fin des années 60, il paie 6 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque, pour faire construire la maison de ses rêves. Il organise les fêtes les plus somptueuses que Fort Worth ait jamais connues. Et quand Cullen a des ennuis, ils sont à la mesure de son ego. Par une chaude nuit d'août 1976, la police de Fort Worth reçoit un appel paniqué de la femme de Cullen Davis, Priscilla. Elle déclare qu'un homme s'est introduit dans leur maison, l'a blessée à la poitrine et tire sur tout le monde. Quand les enquêteurs arrivent, ils découvrent 2 cadavres dans la résidence. Andrea, la belle-fille de Davis âgée de 12 ans, est retrouvée sur le sol de la cave. Elle a été atteinte par 2 coups de feu dans la poitrine. Dans la cuisine, Stan Farr, le petit ami de Priscilla dont Davis est séparé, gît dans une mare de sang, mort de blessures par balle. La police n'a aucune piste, mais Priscilla affirme pouvoir identifier le tireur. Ma mère m'a dit « Dis, c'est Cullen, c'est Cullen. Il m'a tiré dessus. » Priscilla prétend que le tueur est son mari, Thomas Cullen Davis, le magnat texan du pétrole. La police intercepte Davis à l'aéroport de Fort Worth alors qu'il embarque dans son jet privé. Davis prétend se rendre à Houston, mais son pilote affirme qu'il partait pour le Brésil. La police arrête Davis sur le tarmac et l'inculpe de double meurtre. Le multimillionnaire clame son innocence. Ça semble impossible. Un des hommes les plus riches du Texas pénétrant chez lui avec une arme et abattant sa propre belle-fille. Mais 3 témoins oculaires disent l'avoir vu faire. Cullen Davis est-il vraiment un assassin? À la naissance de Thomas Cullen Davis en 1933, l'empire de son père, Ken Davis Industries, est le plus grand fournisseur de pétrole au monde. Ken Davis dirige sa famille et sa fortune d'une main de fer. Cullen et ses 2 frères aînés font ce que leur père leur dit. Leur père, Kenneth Davis, était un tyran, très porté sur la discipline.
Il était très dur avec Cullen et ses frères. Le père de Cullen est adepte du travail rigoureux et d'un mode de vie modeste. Cullen travaille 16 heures par jour dans l'entreprise familiale et épouse une bonne chrétienne, comme le veut son père. Il conduit une voiture d'une valeur raisonnable et continue de vivre dans la maison de son père. Il semble être un fils tranquille et obéissant. Mais Cullen a un côté obscur. Il fantasme sur la façon de tuer sa femme au cas où il se lasserait de celle-ci. Cullen était un jeune homme gâté, riche, colérique et agressif. Cullen veut remplacer sa voiture modeste par une voiture de luxe. Il veut sa propre maison, pas une chambre dans celle de son père. Depuis des années, il collectionne des objets de valeur pour remplir la future maison de ses rêves. Un des buts dans la vie de Cullen, c'était d'avoir tout ce qu'il voulait. À l'âge de 35 ans, Cullen souhaite désespérément se libérer du joug de son père. Lorsqu'il rencontre Priscilla Wilborn, il saute sur cette occasion. Priscilla est la fille d'un clown de rodéo. Elle a grandi au Texas dans la pauvreté, rêvant d'une vie meilleure. Elle adorait la vie. Elle aimait l'art et la poésie, tout ce qui était positif. À 27 ans, Priscilla a déjà été mariée 2 fois et a 3 enfants. Un fils, Jackie, et 2 filles, Dee et Andrea. Son deuxième mari est un riche vendeur de voitures de Fort Worth. Mais Priscilla ne s'en satisfait pas. Priscilla était une petite fille qui avait grandi dans un milieu défavorisé et elle tenait à faire partie de la bonne société de Fort Worth. Priscilla rêve de glamour et d'aventure. Elle se teint les cheveux en blond et commence à prendre des cours de tennis au country club très select de Ridgely, espérant ainsi rencontrer l'élite de Fort Worth. Et ça marche. Cullen Davis remarque immédiatement l'attirante jeune femme blonde. Elle était très menue et avait une grande chevelure blonde. Parfois, elle portait des perruques. Elle ressemblait vraiment à une poupée. Davis s'éprend de Priscilla et tous deux se lancent alors dans une liaison adultère. Mais le jour du Nouvel An de 1968, le mari de Priscilla et une équipe de détectives privés surprennent les amants dans leur chambre d'hôtel de Dallas. 7 mois plus tard, Davis et Priscilla se marient. Le père de Cullen désapprouve le mariage de son fils avec une blonde extravertie, issue d'un milieu défavorisé. Mais finalement, Cullen n'aura jamais à s'en soucier. Son père meurt d'une crise cardiaque 5 heures avant le mariage. Cullen et ses frères héritent de son empire pétrolier. Libéré du joug de son père, le jeune millionnaire peut vivre sa vie comme il l'entend. Davis engage un architecte pour construire la maison de ses rêves qu'il planifie depuis presque 10 ans. La différence entre Cullen et beaucoup d'autres gens, c'est que s'il voulait une maison à 6 millions de dollars, il avait les moyens et il l'obtiendrait. La résidence ultramoderne se trouve sur un terrain de 73 hectares et possède 20 chambres. Elle est si grande qu'elle a sa propre centrale électrique. Il la voulait et il l'a eue. Elle correspondait à sa personnalité. Ce n'était que verre, marbre et béton. C'était vraiment très froid. C'était plus un monument qu'une maison. Mais à l'intérieur, Cullen crée son propre monde à son image, excentrique et chèrement décoré. Cullen a dépensé beaucoup d'argent pour décorer la maison. Il est même allé à New York dans une galerie d'art et a acheté toutes les œuvres. Ce que je préférais se trouvait dans leur chambre. Ils avaient un magnifique dessus de lit en renard, du renard gris. C'était du vrai luxe. Cette maison, c'était l'univers de Cullen. Parfois, il marchait dans la maison et il s'arrêtait uniquement pour l'admirer. La vie à la résidence se résume à une fête permanente. Les rumeurs vont bon train sur la drogue qu'on y consomme, et le sexe, parfois même sous forme d'orgie. Les Davis décadents deviennent des légendes dans la haute société de Fort Worth.
Cullen va même jusqu'à organiser une projection privée du film pornographique Gorge Profonde pour ses partenaires de golf du très select Country Club de Fort Worth. Et Priscilla fait repeindre la loge privée de la famille Davis au Texas Stadium dans sa couleur préférée, le rose. C'était une femme très extravertie et indépendante. Et elle ne se laissait pas influencer par ce que pensait la société à son sujet. Cullen couvre Priscilla de son affection et de son argent. À la moindre occasion, Cullen lui offrait un nouveau bijou ou un nouveau manteau de fourrure. Elle avait une énorme penderie remplie à ras-bord de manteaux de fourrure. C'était incroyable. Elle l'adorait. Elle l'adorait vraiment. Cullen est le seul homme que ma mère ait aimé. Priscilla est dévouée à son mari et fait tout ce qu'il veut. Elle se rend même en Europe pour une opération de chirurgie esthétique alors encore inédite, la pose d'implants mammaires en silicone. Elle aimait sa nouvelle vie. Elle tenait vraiment à intégrer le club des femmes et la bonne société de Fort Worth. Mais malgré son désir de faire partie de ce monde, je ne crois pas que les autres l'acceptaient. Les femmes importantes de Fort Worth sont très conservatrices. Priscilla se rend à des galas vêtue d'un pantalon de cuir, d'un décolleté provoquant et d'un collier en diamant portant les mots « riche » et « garce ». Mais les Davis restent incontournables. Ils font constamment la une des pages mondaines. Mais ils vont bientôt faire parler d'eux pour une affaire autrement plus sinistre, celle d'un double meurtre. Cullen et Priscilla Davis sont exubérants, hauts en couleur et très riches. Mais ils sont aussi de bonne compagnie. Très vite, ils deviennent le couple préféré de la haute société de Fort Worth. Cependant, Dee, la fille de Priscilla, est témoin d'un autre aspect de la vie avec Cullen Davis. Il obtenait ce qu'il voulait. Et quand il ne l'obtenait pas, il piquait des crises de colère. Il criait, il hurlait, il jetait des objets, il cassait des queues de billard. Je l'ai vu de mes propres yeux pousser ma mère dans l'escalier en colimaçon. On ne savait jamais ce qui allait le faire exploser. Mais s'il y a bien une chose qui le met systématiquement en colère, c'est qu'on touche à sa maison. C'est son bien le plus précieux. Dee Davis prétend que quand elle avait 13 ans, Cullen l'a réveillée en la secouant pour la gronder de ne pas avoir fermé à clé la porte de derrière. Il m'a demandé « Pourquoi on verrouille les portes la nuit ?» Je lui ai dit « Pour que personne ne te pique tes affaires. » Il m'a soulevée et m'a donné un coup de poing dans le nez. Il y avait du sang partout. Ma mère est montée et lui a crié « Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu la frappes ?» Elle avait un de nos chatons dans les bras. Il lui a pris le chaton et il l'a jeté de toutes ses forces sur le carrelage. J'ai hurlé. J'étais terrorisée. Il a ramassé le chaton, l'a jeté à nouveau et l'a tué. La police de Fort Worth reçoit de fréquents appels de la femme du millionnaire affirmant que Davis les bat, elle et ses enfants. Les visites de la police n'ont aucun impact sur le statut social de Cullen Davis. Cullen est trop riche et trop puissant. Il est absolument intouchable. Il est donc choqué par la tournure que vont prendre les événements. En 1974, excédée par sa violence, Priscilla demande le divorce. Je crois que ma mère était résolue à se reprendre en main et a décidé qu'elle n'avait plus besoin de lui. Priscilla se voit attribuer temporairement la possession de la résidence de 6 millions de dollars. Elle et ses enfants, Jackie, Dee et Andrea, vivent dans la maison que Cullen a construite. Et à présent, le millionnaire ne peut même plus y entrer sans sa permission. Priscilla est libérée de la tyrannie de Davis, libre de faire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est vivre sa vie à fond. Elle fréquentait un cercle de gens peu recommandables, sur lesquels j'estime qu'elle n'avait aucun contrôle. C'était surtout des motards qui faisaient partie des milieux de la drogue. Davis commence très vite à fréquenter une secrétaire blonde, Karen Master, divorcée et mère de 2 enfants.
Il était en train de transformer Karen Master en une nouvelle Priscilla. Elle avait les seins refaits, des cheveux blonds, et elle s'habillait pratiquement comme Priscilla. Davis emmène sa nouvelle conquête partout dans Fort Worth. Le nouveau petit ami de Priscilla, Stan Farr, propriétaire d'un bar local, emménage dans la maison de Cullen. Stan insiste pour que Priscilla finalise au plus vite son divorce avec Davis. Mais Priscilla préfère attendre pour obtenir plus d'argent. Je crois qu'elle ne voulait pas abandonner cette maison. Elle la voulait et n'était pas prête à la lâcher. Les avocats de Davis lui annoncent que Priscilla va peut-être se voir attribuer non seulement la maison, mais également une grosse part de la compagnie pétrolière. De plus, les avocats de Priscilla font geler les avoirs de Cullen, ce qui signifie que la société Ken Davis ne peut plus signer de contrat sans la permission du tribunal. Quelqu'un lui disait quoi faire de son argent et il n'en avait pas l'habitude. C'est Cullen qui avait toujours décidé de ce qu'il faisait de son argent et personne d'autre. Les problèmes personnels de Davis commencent à affecter les bénéfices enregistrés par la compagnie. Les frères de Cullen sont furieux. Son grand frère lui a pour ainsi dire passé un savon à propos du divorce qui s'éternisait. Il l'a traité de tous les noms. Priscilla coûte cher à Cullen. Et pire encore, elle blesse son orgueil. À cause d'elle, il risque de perdre sa résidence, la maison de ses rêves et à présent la fortune de la famille. Cullen est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut. La question est maintenant de savoir jusqu'où il est prêt à aller pour ça. Cullen Davis, le magnat du pétrole, est un homme désespéré. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point il était obsédé par la maison jusqu'à ce qu'il soit sur le point de la perdre. Priscilla, sa femme dont il est séparé, exige la moitié de sa fortune et son bien le plus précieux, sa maison de 6 millions de dollars. Personne ne se rend compte à quel point Cullen Davis est obsédé par sa maison. Et c'est compréhensible, vu qu'elle ressemble plus à un bâtiment municipal qu'à une maison. Mais il l'adore. En fait, à en croire Priscilla, il l'aime assez pour tuer. Le 2 août 1976, Priscilla Davis et Stan Farr, son concubin, rentrent d'un dîner et trouvent la maison ouverte. Priscilla se demande pourquoi Andrea, sa fille de 12 ans, n'a pas enclenché l'alarme avant d'aller se coucher. En entrant dans la maison, Priscilla aperçoit une empreinte de main sanglante sur la porte de la cave. Mais ce qu'elle s'apprête à voir est bien plus atroce encore. En voyant le sang, elle a appelé Stan. Cullen est sorti de la buanderie avec une longue perruque de femme sur la tête. Il lui a dit « Salut » et il a tiré. Elle s'est effondrée et elle a commencé à crier à Stan. « Vite, je t'en supplie Stan, mets-toi à l'abri. Cullen m'a tiré dessus. Vite !» Le tireur ouvre le feu sur Stan. Il est tombé au sol. Il a regardé ma mère et lui a dit « Je t'aime » et il est mort. Ma mère l'a vu mourir. Priscilla tente de s'enfuir, mais l'homme armé se saisit d'elle. Ma mère a dit que Cullen l'avait attrapée sous les bras et la traînait. Elle lui disait « Je t'aime, je n'ai jamais aimé un autre homme. Je t'en supplie, discutons calmement. » Puis une deuxième voiture arrive dans l'allée. Deux amis, Boba Gavrel et sa fiancée Beverly Bass, sont là pour prendre un dernier verre. Ils ont entendu du vacarme dans le patio qui était entouré par un mur de pierre de 2 mètres de haut. Ils ont fait le tour et un homme en noir en est sorti. La lumière s'est allumée et à ce moment-là, Beverly l'a vu et a dit « Mais c'est Cullen !» L'homme tire. Et la balle vient se loger dans la colonne vertébrale de Boba. Il est paralysé. Beverly s'enfuit en courant. Pendant ce temps, ma mère a réussi à s'enfuir avec une blessure par balle à la poitrine et à rejoindre une maison voisine. Elle a crié « Au secours, je vous en supplie, aidez-moi !» On m'a tiré dessus, Cullen est en train de tirer sur tout le monde.
La police découvre bien vite que Stan Farr n'est pas la seule victime ce soir-là. En arrivant dans la maison, les enquêteurs retrouvent le corps d'Andrea, la fille de Priscilla, âgée de 12 ans. Elle a été tuée dans la cave, d'une seule balle dans la poitrine, à bout portant. C'est horrible. C'est horrible de mourir comme ça à 12 ans. La police scelle la maison et boucle le quartier. Bien qu'ils ne retrouvent pas l'arme du crime, les enquêteurs pensent que les deux victimes ont été abattues avec la même arme. La police inculpe Thomas Cullen Davis de double assassinat et l'incarcère sans possibilité de libération sous caution. Priscilla a dit que c'était Cullen qui lui avait tiré dessus. Beverly Bass a dit avoir reconnu Cullen. Boba Gavrel également. Dès le départ, il n'y avait aucune raison de croire à son innocence. Le cas de Cullen semble impossible à défendre. Mais un avocat croit pouvoir y parvenir. Richard Haynes, un jeune ténor du barreau texan, se forge une réputation en défendant l'indéfendable et en faisant acquitter des clients que tout le monde croit coupables. Quelqu'un a écrit « Haynes est certes arrogant, mais c'est l'arrogance de l'excellence ». J'ai trouvé ça génial. Pour Haynes, surnommé le cheval de course, le cas de Cullen est un défi et l'opportunité de s'occuper d'une affaire hautement médiatique. Haynes est un personnage fascinant, aussi bien au tribunal qu'en dehors. Il a un visage très expressif, de grande qualité d'orateur et il est infatigable. Certains disaient qu'il pouvait interroger un arbre pendant 3 jours. Haynes convainc un juge de déplacer le procès de Davis à Amarillo, dans le nord du Texas. D'après lui, c'est un terrain neutre qui n'a pas été influencé par le retentissement de l'affaire. On y est allé en pensant que c'était une bonne chose et qu'une communauté plus rurale serait plus impartiale. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais il semble que Haynes ait embobiné le procureur. Davis a des associés d'affaires dans la région. Pendant que le millionnaire est incarcéré à la prison d'Amarillo, Haynes invite les amis de Davis dans de grands restaurants. Il joue au golf avec eux. Il se rend même à la messe dominicale avec leur famille. On a essayé de bien se comporter quand on était là-bas, parce que les dérapages, ça prenne vite. Si je m'étais mis à danser sur les tables, ça aurait forcément fini par se savoir. C'est inévitable. On ne peut pas faire ça, c'est dommageable pour le client. Très vite, la ville d'Amarillo choisit son camp dans l'affaire du millionnaire. On estime que Davis a été piégé par une femme vindicative qui en avait après son argent. Il était devenu une espèce de héros populaire, au même titre qu'un Jesse James en quelque sorte. Un hors-la-loi que le public semblait avoir envie de soutenir. Même si Davis risque la peine de mort à Amarillo, il est traité comme un souverain en visite officielle. Les gens avaient l'air de penser que les riches étaient différents des autres. Quand les jurés se retirent pour la pause déjeuner, Cullen ne mange pas dans sa cellule comme un prisonnier ordinaire. Il a droit à un traitement de faveur. Dans une salle de délibération vide, il déguste d'énormes steaks apportés par des serveurs en uniforme. Parmi les invités à sa table figurent plusieurs pom-pom girls de l'équipe des Cowboys de Dallas. C'était l'homme le plus riche à avoir jamais été jugé pour meurtre. Ils l'ont mis sur un piédestal. Ils étaient incapables de le voir comme un meurtrier de sang-froid. Chaque jour, des admirateurs de Davis attendent des heures uniquement pour se faire prendre en photo avec lui. Cullen avait des groupies, c'était incroyable. On aurait dit un chanteur populaire. Des femmes s'évanouissaient en le voyant. On lui apportait des biscuits et des bibles. Cullen Davis a le soutien d'Amarillo. Mais c'est à Haynes, son avocat, d'obtenir le soutien du jury, pour autant que ce soit possible. Cullen Davis encourt la peine de mort. Sa propre femme jure l'avoir vu tuer un homme. Mais l'avocat de Davis, Richard Haynes, qu'on surnomme le cheval de course, sait que l'exubérance et le mode de vie débridé de Priscilla peuvent être utilisés pour détruire sa crédibilité. Le procureur prévient Priscilla de ce qui va se passer. Le premier jour du procès, Priscilla arrive au tribunal avec une croix en or, un chemisier fermé jusque-là,
et une longue jupe. Elle semble tout droit sortie de la petite maison dans la prairie, mais ça ne prend pas. Tout le monde en sait trop sur Priscilla. Ils se sont bien moqués de cette soi-disant traînée qui essayait de changer sa personnalité au dernier moment. Haynes accuse Priscilla d'être une toxicomane, accro à un analgésique. Priscilla nie avoir jamais utilisé ce médicament, mais Haynes produit un document prouvant qu'elle en a acheté. Il la dépeint comme une menteuse et une droguée. Haynes a fait son procès à elle, au lieu de faire celui de Cullen Davis. Haynes appelle ensuite à la barre plusieurs personnes qui témoignent que Priscilla prend également de la cocaïne et de l'héroïne et qu'elle organise chez elle des orgies où elle accueille des ribambelles de trafiquants de drogue, de motards et d'échangistes. Priscilla nie tout en bloc. Le public s'est vraiment régalé. Il y avait l'argent, la trahison, la cupidité, la jalousie. Ils ont même réussi à y ajouter de la drogue et du sexe. Tout ça parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. On a objecté encore et encore, mais une fois que les propos avaient été prononcés, c'était comme jeter un putois dans le box des jurés et leur demander de ne rien sentir. La défense a fait un travail remarquable. Un ou deux jurés étaient probablement prêts à sauter de leur box pour la pendre en plein tribunal. Ma mère a déclaré « Je n'ai jamais prétendu être une sainte. Malgré ça, je n'ai jamais tué personne. Ce que je fais ou ne fais pas ne change rien au fait que ma fille de 12 ans a été tuée. » La stratégie de Haynes semble avoir un impact sur le jury. Dans la salle d'audience, certains jurés accueillent Cullen avec des sourires et Haynes avec des clins d'œil. Cullen paie même le dessinateur du tribunal pour faire les portraits des jurés, qu'il offre ensuite à leur famille. Presque 1 an et demi après avoir commencé, le procès est sur le point de se terminer sans que l'accusé n'ait pris la parole une seule fois. Il n'avait aucune preuve matérielle. En fait, les preuves matérielles plaidaient toutes en faveur de l'innocence de Cullen. Haynes suggère que le tireur était peut-être un trafiquant de drogue, un cambrioleur ou un associé en affaires en colère. Mais surtout, Haynes estime que tout le dossier de l'accusation ne repose que sur le témoignage de Priscilla Davis, qui a menti sur sa toxicomanie et qui ment peut-être encore sur d'autres points. Ça l'a profondément affectée de se faire traiter comme ça. Ça l'a détruite. Mais elle s'accrochait à sa confiance en la justice. Le jury délibère pendant à peine 4h30 avant de revenir dans la salle. J'étais assis juste à côté de Cullen et je me rappelle qu'il m'a agrippé en me serrant vraiment très fort autour de la taille. Il était extrêmement nerveux, juste avant d'entendre le verdict. Quand les 12 jurés s'assoient, Davis se lève. Le jury rend son verdict. Thomas Cullen Davis est non coupable. C'est un homme libre. J'ai été totalement abasourdie. Je n'arrivais pas à y croire. C'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Cullen a embrassé et remercié tout le monde en serrant des mains. Je ne l'avais jamais vu aussi près des larmes et aussi ému. Ma mère, quant à elle, était en état de choc. Elle a dû se dire que elle le voyait repartir libre. Le soir de son acquittement, Davis célèbre sa victoire au Red Butlers, l'endroit le plus branché d'Amarillo. L'ambiance était évidemment à la fête et à la jubilation. Et je dois admettre qu'on s'est peut-être un peu emporté dans nos libations du fait qu'on était jeunes. À cette époque, j'avoue que j'étais assez porté sur le whisky. Les médias, les groupies et même le juge du procès sont présents. Et ensuite, on a vu arriver des membres du jury. Puis ça a été le tour des huissiers du tribunal. C'était totalement et absolument hallucinant. Quelle scène incroyable!
Le bar est gratuit et le whisky coule à flot. Même ceux qui estiment que Cullen est un meurtrier doivent admettre qu'il s'est organisé une fête. Tout le monde se disait, il n'a pas pu faire une chose pareille. Quand on est aussi riche, on ne se salit pas les mains. On engage un tueur à gages. Tout le monde le sait. Des années plus tard, la police découvre que Davis a versé un pot de vin à l'officier de police judiciaire en chef pour obtenir des détails sur la stratégie de l'accusation. Ça donne envie de vomir. C'est absolument abject. Mais en 1977, personne ne sait ce qu'a fait Davis, et la haute société de Fort Worth accueille le millionnaire à bras ouverts. Thomas Cullen a gagné. Mais le différend à l'origine de l'affaire, à savoir le partage de l'argent et de la maison, n'est toujours pas réglé. Cullen Davis a été acquitté du double meurtre. Ceux qui le croient coupable pensent que le jury a été influencé par son charisme et sa fortune. Mais désormais, Davis est en guerre contre le juge chargé de statuer dans l'affaire de son divorce. Et le juge Edson n'a que faire de la fortune du millionnaire. Le juge Edson était un juge de la vieille école. La majorité de ses décisions étaient en faveur de Priscilla. Et les demandes de Cullen étaient systématiquement refusées. Il était en train de perdre son affaire de divorce. Cullen Davis refuse de s'avouer vaincu et estime que la victoire lui revient de droit. Comme il ne parvient pas à gagner au tribunal, il a besoin d'une nouvelle stratégie. D'après David McCrory, Davis trouve effectivement une nouvelle stratégie, le meurtre. McCrory, un ancien associé en affaires du millionnaire, déclare au FBI que Davis lui a demandé d'engager un tueur à gages pour assassiner le juge. Le FBI a alors une idée. Le 20 août 1978, Davis se rend au volant de sa voiture dans un restaurant de Fort Worth. Il est là pour rencontrer David McCrory. Des agents du FBI garés dehors enregistrent en secret la conversation. McCrory montre à Davis une photo en noir et blanc du juge Edson, en position fétale dans le coffre d'une voiture, avec des taches sombres sur son t-shirt dans le dos. On dirait du sang, mais ce n'en est pas. Pour faire croire que le juge avait bien été exécuté, les agents du FBI ont mis le juge Edson dans le coffre d'une voiture et ils ont étalé du ketchup, si ma mémoire est bonne, sur ses vêtements et dans le coffre. Quand Davis voit la photo du juge assassiné, il remet 25 000 $ à McCrory. Les agents du FBI qui enregistrent la conversation n'en reviennent pas. Cullen vient d'ordonner le meurtre de 13 autres personnes, y compris Priscilla et sa fille Dee. 5 minutes plus tard, Cullen Davis est arrêté dans une cabine téléphonique à l'extérieur d'un fast-food non loin de là. Il est inculpé de complot visant à assassiner le juge Joe Edson. Le piège s'est refermé. Le millionnaire est à nouveau derrière les barreaux, inculpé cette fois-ci de complot en vue d'un assassinat. Davis supplie le roi de la confrérie des avocats du Texas, Richard Haynes, alias le cheval de course, de le défendre à nouveau. J'ai tout de suite pensé que ce cas était intéressant. Personne n'avait été tué, Dieu merci. Il n'y avait que la photo d'un juge posant à l'arrière d'une voiture avec du ketchup sur ses habits. Cette fois, Haynes demande 2 millions de $ pour défendre le magnat du pétrole, bien plus que les 250 000 $ qu'il a touchés lors du précédent procès de Davis. Haynes estimait peut-être ne pas avoir été assez payé pour le premier procès et qu'il méritait par conséquent beaucoup plus. Donc, pour le deuxième procès, il était prêt à demander une somme colossale. C'est ce qu'il a fait et il l'a obtenu. Haynes a fait des miracles lors du premier procès, mais cette fois-ci, il fait face à un problème plus épineux que des témoignages. L'accusation semble avoir toutes les cartes en main. Les bandes vidéo montrent Davis en train de commanditer un meurtre avant d'en ordonner d'autres. Qu'est-ce qu'il faut de plus comme preuve?
Je me suis dit, ça y est, ils vont le coincer. Je pensais que la justice aurait droit à une deuxième chance. C'est rare d'avoir des preuves d'un crime en flagrant délit. Mon message au jury, c'était qu'on pouvait le voir, on pouvait l'entendre. C'était comme si les jurés avaient été présents dans le véhicule de surveillance du FBI dans le parking ce matin-là. Ames doit prouver que le jury ne doit pas se fier aux apparences de ce qu'il a vu sur les bandes vidéo. Ça semble impossible, mais Davis n'est pas inquiet. On avait devant nous un homme qui avait réussi à se sortir d'une situation désespérée à Amarillo. Et ça ne m'a pas surpris qu'il se croie invincible. Les admirateurs du mania du pétrole continuent à le soutenir. Les procureurs reçoivent quotidiennement des lettres d'injures et des menaces de mort. Lorsqu'on marchait dans le couloir qui mène à la salle d'audience, chaque matin, les gens huaient les procureurs. Ils leur crachaient dessus. C'était très insolite. Une fois de plus, le procès de Cullen Davis est l'événement auquel tout le monde veut assister. Imaginez-vous qu'il allait même jusqu'à signer des autographes. Des gens lui demandaient un autographe. Cullen a l'affection du public. Mais malgré toute cette popularité, les preuves sont difficiles à réfuter. L'accusation a maintenant une deuxième chance d'envoyer Cullen Davis derrière les barreaux. Mais Davis dispose d'un atout caché. Une défense si audacieuse qu'elle va consterner et rendre tout le monde perplexe. 2 ans après avoir été acquitté lors de son procès pour double meurtre, il est à nouveau sur le banc des accusés. Cette fois, pour avoir voulu tuer un juge. Le FBI déclare avoir des bandes vidéo de Davis payant son ami David McCrory pour le meurtre du juge Joe Edson. Durant son premier procès, Davis n'a pas dit un mot. Mais cette fois, il témoigne. En octobre 1979, il donne sa version à la barre de ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec David McCrory. Pour résumer, ce que Cullen prétendait, c'est qu'il pensait en fait agir en tant qu'agent double. Davis affirme que c'est lui qui travaille avec le FBI et qu'il essayait simplement de coincer David McCrory. Ce qu'a dit Cullen, c'est qu'il avait été contacté par le FBI et qu'on lui avait dit de donner le change à David McCrory parce que le FBI enquêtait en fait sur McCrory et sur un groupe de personnes qui essayaient d'extorquer de l'argent ou de nuire à Cullen. C'en était presque risible. Le FBI dément avoir un quelconque rapport avec Davis. L'accusation pense avoir un dossier en béton. Elle dispose de preuves matérielles, des bandes vidéo de Davis en train de commanditer un meurtre. On était très inquiets. On n'était pas du tout convaincus d'obtenir l'acquittement. Mais si Davis est inquiet, il ne laisse rien paraître en public. Durant le procès, Cullen s'organise une énorme fête d'anniversaire et invite le shérif de Fort Worth. Celui-ci est ravi. Il arrive avec l'ancien uniforme de prisonnier de Davis et une scie à métaux. Puis il offre à Davis la clé de la prison du comté. Que peut-on bien offrir à quelqu'un qui a déjà tout? J'étais dégoûté. Le grand responsable des forces de l'ordre du comté de Tarrant faisait de la lèche à un tueur d'enfants. Il faut 2 jours et demi au jury pour décider du sort de Cullen. Le 9 novembre 1979, il est prêt à rendre son verdict. Je me rappelle être allé voir Haynes et lui avoir demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il m'a dit « Notre bateau vient de couler. C'est la première fois que j'ai vu Cullen aussi nerveux. » Un silence de mort pèse sur la salle d'audience quand le président du jury annonce le verdict. Cullen Davis, l'homme le plus riche jamais jugé pour meurtre, est déclaré non coupable une fois de plus. Bien entendu, on était tous abasourdis. Même la défense n'en revenait pas. Cullen ressemblait à quelqu'un qui venait de survivre au crash d'un avion. Il avait presque l'air sous le choc. Il tremblait de partout. Il était physiquement affecté. Forcément, la salle d'audience a explosé. Le juge a marmonné un juron et a quitté la salle précipitamment. C'était incroyable. Justice n'a pas été rendue.
Il avait simplement l'argent et le pouvoir nécessaires pour lui échapper. Quand on place 250 millions de dollars et la Charte des droits et libertés dans la balance de la justice, elle va pencher en faveur de l'accusé. Et on ne peut pas lui en vouloir d'en avoir profité. C'est ce qu'il a fait. Cullen Davis a eu beaucoup de chance devant les tribunaux texans, et ce n'est pas fini. Le juge Edson se retire de son affaire de divorce, et le nouveau juge tranche en faveur de Davis. Le millionnaire récupère sa maison de rêve et tout ce qu'elle contient. Priscilla reçoit à peine 3,5 millions de dollars au lieu des 100 millions que demandait son avocat. Elle voulait en finir une fois pour toutes. Sinon, elle aurait refusé cet arrangement ridiculement défavorable. Le fait de perdre sa fille et d'affronter toutes ces épreuves lui a ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment pour elle. C'est une décision difficile à accepter pour Priscilla. En dépit de la décision du juge, elle garde 50 objets de la maison allant du robot de cuisine au-dessus de lit en renard. Elle laisse également un petit cadeau à son ex-mari, un tas de déjections du chat et du chien. Priscilla et ses amis restent convaincus que Davis est un meurtrier. Il est coupable. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Ça a tourmenté Priscilla jusqu'au jour de sa mort. En 2001, Priscilla meurt d'un cancer du sein à l'âge de 59 ans. Bien que Davis ait été accusé d'avoir tué pour garder sa fortune, au final, il ne lui reste plus rien. Suite à la chute des cours du pétrole dans les années 80, Davis fait faillite et se voit forcé de vendre sa maison. Peu après son acquittement pour tentative de meurtre, Cullen Davis affirme avoir découvert Dieu et rejoint une église évangélique. Aujourd'hui, il est missionnaire et prêche partout dans le monde. Les enfants de Stan Farr, le petit ami de Priscilla, poursuivent Davis pour la mort de leur père. Le cas se règle en dehors des tribunaux et Davis accepte de leur verser 250 000 dollars. Dee Davis pense aujourd'hui encore que Cullen est coupable du meurtre de sa sœur. Il a peut-être trouvé Jésus, mais il n'en reste pas moins le meurtrier de ma sœur. Et il s'en est tiré blanc comme neige. La maison, symbole du pouvoir et de l'influence de Cullen, a bien changé depuis toute cette affaire. Elle est devenue un restaurant à viande, puis un restaurant mexicain. Aujourd'hui, comble de l'ironie, c'est une église. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.